Aujourd'hui, je reçois un repreneur, une personne avec qui j'ai travaillé dans mes jeunes années, et c'est JF, Jean-François Lemay, repreneur des McDonald's à Repentigny et le territoire de la Naudière. Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi et aujourd'hui je suis en compagnie de JF, Jean-François Lemay, propriétaire de McDonald's. Bienvenue JF. Merci, salut. J'ai cru comprendre que c'était ton premier podcast. À vie, ever. J'en Après ça, consomme peut-être- plusieurs, mais c'est le premier que je vais être l'artisan de. Ah, lesquels tu consommes? Écoute, c'est assez varié. J'aime beaucoup la plateforme audio. Il y a plein de contenus, autant humoristiques, un petit peu plus sérieux. Là. Tout ce qui est histoire. L'histoire ne s'arrête pas là, c'est un de mes préf à date. Après Very Moi, j'imagine. Bien sûr, of course. Puis je vais dans le plus ludique. Là. J'aime beaucoup sous-écoute aussi. Mike Ward, Oui, le fun. c'est drôle. Fait que c'est c'est ça. drôle. Fait que je me promène. OK. Ouais. Fait que c'est peut-être pas ton premier, ton dernier podcast aujourd'hui. On Là. Je verra. pense que ça va être une bonne expérience. Ouais. Aujourd'hui, JF, moi, je t'ai invité sur mon podcast parce que, on est dans ma maison, dans ma cuisine, c'est un autre environnement. Et puis, t'as jalonné mon parcours parce qu'on a travaillé ensemble au McDo. Back in the day. Et back in the days, oui. Je pense que c'était chef de corps ou assistant gérant. Écoute, moi, j'ai recommencé pour une histoire courte. Là. J'ai fait mon petit parcours d'équipier régulier là, à 15-16 ans. Là. Et puis, je suis revenu dans l'entreprise. Là, c'est l'entreprise familiale. Là. J'imagine qu'on va développer ce sujet plus tard. Oui. Mais j'étais en 2007, à peu près. Fait que là, j'étais revenu dans un objectif de reprise. Donc, là, je commençais le processus de training à plus haut niveau, là, comme gestionnaire et tout ça. Fait que oui, je suis rentré comme assistant gérant en 2007. Fait que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment le reprenariat. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un repreneur, parce que c'est un nouveau terme, je pense qu'on utilise, c'est vraiment un entrepreneur qui reprend une entreprise qui est déjà bâtie, qui a déjà une histoire, un historique. Là, dans ce cas-ci, c'est une histoire familiale. Oui. Puis j'aimerais ça que tu développes un peu sur les McDo Lemay. OK. Écoute, ça a parti avec mon oncle Guy qui a ouvert son premier restaurant à Joliette, je pense que c'est en 1980-ish, là, dans ces eaux-là. Puis tranquillement, pas vite. Pourquoi il y avait un intérêt pour le McDo? McDo s'implantait de plus en plus. Il y a une grosse phase d'expansion. Là, ça fait, je veux pas dire de niaiserie, là, mais je pense que ça fait une cinquantaine d'années qu'ils sont au Canada, un petit peu plus que ça, 1955. Puis là, tranquillement, ça s'est développé à travers le pays. Puis là, ils sont arrivés dans la phase d'expansion majeure au Québec. Ils cherchaient des hommes d'affaires. Mon oncle était du domaine bancaire, principalement. A entendu parler d'opportunités. Puis là, a fait le saut, a décidé de se lancer Un là-dedans. premier McDo à Un Joliette. premier McDo à Joliette. Ensuite, il a absorbé le Repentigny, ouvert Berthier. Fait que toute la région de la Naudière lui appartenait là, jusqu'à la fin des années 90, début 2000. Mon père regardait ça de loin, trouvait ça très intéressant. Puis à un moment donné, mon oncle a eu besoin d'un bras droit pour l'aider à structurer tout ça, pour justement l'expansion, puis l'entreprise qui grandissait. Et ton mon père père s'est dit... Oui, vas-y. C'est quoi son historique à ton père? Mon père est comptable agréé de formation. Comptable, OK. Ouais, travaillé dans plusieurs firmes, travaillé pour la compagnie... a travaillé pour McCain Foods, une division dans la région de Fait Québec. qu'il y avait les chiffres, là, lui. Oui, c'est mon pour père, ça. c'est un gars de chiffres, ça l'est encore. Il se fait des chiffriers pour des spreadsheets. Pour, OK, peu importe Excel, quoi. lui, Ça c'est un l'aide- master Ça l'aide à d'Excel. structurer sa vie, Ah. c'est parfait. Fait que, a On chacun le nos salue trucs. d'ailleurs. Bonjour, M. Lemay. Allô. Donc, ouais, fait que là, mon père a eu un intérêt à la condition qu'il y ait une opportunité éventuellement d'avoir sa propre entreprise, de pouvoir poursuivre dans le McDo en tant que franchisé. Puis c'est ça qui est arrivé en 95. Il a eu son premier restaurant sur la Rive-Sud, oui, je savais région pas. de Belleuil. Puis, à un moment donné, mon oncle, il était quand même assez plus vieux que mon père, là, plusieurs années, donc a décidé de lâcher prise, prendre sa retraite, donc a offert une partie de son marché à Laurent, ce qui l'a ramené sur la Rive-Nord, puis voilà. Fait que lui aussi, c'est un repreneur, finalement. Oui, fait que je suis comme la deuxième génération et demie, si on veut. C'est, Et demi. Ouais, exact. Fait que, mais oui, c'est une histoire de famille, ça a teinté, c'est depuis que je suis né que
McDo est dans mon environnement. Mais toi, ton parcours, on s'est connus quand on travaillait ensemble, Ouais. mais ça, je me rappelle de toi que tu travaillais en informatique. Ça Oui, se peut-tu, ça? j'ai étudié en informatique, j'ai travaillé pour une firme d'ingénierie quand je suis sorti de l'école, ensuite pour le groupe LGS qui appartient à IBM et tout ça. J'ai fait ça pendant 5 ans. Après ça, mon père et moi, on a eu une conversation sur l'avenir de l'entreprise. Il m'a dit, si jamais ça t'intéresse, à un moment donné, là, moi, je commence à être temps que je laisse aller. Là. Puis je pense que ça y a redonné un souffle. Moi, j'arrive dans l'entreprise, qu'il y ait une raison de continuer ça, puis qu'il voyait un objectif qui n'était pas juste le sien, mais de repasser ça à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur qui n'ont aucun intérêt. Aucun. Ben, ton Zéro. père, il a vu en toi probablement des qualités d'entrepreneur qui se voyaient aussi. Comment qu'il il en a parlé à toi, puis pas... Ben, probablement qu'il en a parlé aux deux autres, mais il n'y a pas d'intérêt? Ça, c'est une question qu'on n'a jamais discutée, lui et moi. On va l'appeler. Tu peux, si tu veux. Moi, j'avoue, puis je me suis jamais penché sur ce volet spécifique-là, qu'est-ce qu'il voyait en moi là-dedans, quoi que ce soit. Ceci dit, tu sais, puis je sais pas s'il est trop tôt pour aborder ça, là, mais la structure McDo, de la manière qu'il décide qu'il va avoir un restaurant ou non, c'est pas un automatisme, là, tu sais, le deuxième génération. Donc, c'est pas une question tant de qu'est-ce que lui voyait en moi, plus que comment j'étais capable de me vendre aux franchiseurs puis dire hey, moi j'ai ce qu'il faut pour reprendre là. Fait que c'est pas d'emblée. Non, absolument pas. Absolument pas. Fait que il faut que tu ailles te vendre aux franchiseurs. Fait que exact. Même si tu as une franchise qui t'appartient, tu n'as pas le choix de dire moi je veux vraiment le léguer à ma famille. Exact. À quelqu'un que je connais ou que j'ai confiance. Le seul contrôle que j'ai, c'est quand est-ce que je vais vendre. Puis j'ai un petit contrôle sur le prix de vente et tout ça. Là, mais grosso modo, le franchiseur se réserve le droit. Puis c'est ça qui fait que le système fonctionne bien. Là. Qu'il y a pas de... C'est pas de la royauté. Là. Il n'y a pas d'automatisme là, parce que tu as un lien de sang que tu vas automatiquement rentrer. Là. Ça, c'est intéressant. Ce qui fait que le système est encore en santé. Ça fait 50 ans, c'est plus que 50 ans que ça existe au Canada, mais 70 ans mondialement. Parce que je pense que dans la pensée des gens, même moi, là, quand je te voyais au McDo avec moi, c'était comme un peu non dit que tu allais reprendre c'était ça l'objectif. C'est l'objectif, mais on ne s'est pas dit, il va-tu avoir des embûches ou faut-tu qu'ils se vendent, c'est comme l'entreprise familiale, ça se lègue. Fait que c'est intéressant ça, de savoir qu'il a fallu qu'il y ait absolument rien garanti. C'est ça. Puis aussi que tu as fait les échelons, tu n'as pas eu cette opportunité-là sur un, comme des fois on dit, là, sur un plateau d'argent. Tu as quand même travaillé, puis tu as vu l'envers du décor du McDo aussi. Là. Alors, le fait que mon père ait ses restaurants avant moi, c'est sûr que ça me donne un accès, mais après ça, c'est pas lui qui a fait le travail à ma place. Les premières années, c'est ça, tu commences à la base, puis tu apprends. On a fait beaucoup de planchers côte à côte, puis j'ai fait du jour, de soir, de nuit, en rotation comme tout le monde, puis c'est un peu ça le jeu. Je pense que ça crédibilise aussi un peu ta notoriété en guillemets auprès des employés aussi. Oui, puis je dirais, là, pour vanter le système McDo un peu, puis je trouve que c'est un très, très beau système, là, c'est ce qui fait la force des franchisés aussi, c'est que c'est des opérateurs avant tout. C'est pas juste des investisseurs qui viennent s'acheter une franchise, puis qu'après ça, ils disparaissent dans la brume, puis s'en vont en Floride 6 mois par année. Là. Tant mieux si tu es capable de le faire, mais techniquement, mais McDo veut des franchisés qui sont impliqués dans leur restaurant, auprès de leurs équipes et tout ça. Et aussi dans la communauté, puis on pourra y revenir plus tard. Mais tantôt, tu parlais un peu de quand ton père il t'a dit « OK, t'es-tu intéressé? Voici, moi j'aimerais, un peu en laisser un peu, en prendre moins sur mon bord, comme on dit. » Mais c'est quoi le déclic entrepreneurial que tu as eu? Quand est-ce que tu as dit « OK, j'embarque? » J'étais en questionnement. J'aimais ce que je faisais en informatique, mais je voyais pas de débouchés extraordinaires. Puis à un moment donné, puis je connaissais bien l'environnement McDo aussi, le style de vie que ça ouvrait un peu. Puis mon père a fait partie d'une génération je les appelle les ultra-bûcheux, là. C'est des gens qui travaillent, qui mettent le travail au centre de leur vie, puis je pense qu'il y a quelque chose de très générationnel. Puis moi, j'ai vu comment, je pense que j'avais identifié une possibilité de le faire autrement, puis de l'adapter au style de vie que moi, je voulais. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, on voit beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi le hustle. Là. Ouais. Il n'est pas au même niveau, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. L'entrepreneuriat a comme pris une autre avenue.
où tu travailles ultra bûcheux, je suis 100% d'accord, parce qu'il y avait tout à faire, là. Puis j'ai vu M. Lemay faire des frites, courir au service au volant. Ah, il le fait encore. Il fait encore. Il court encore aux frites. Puis, un petit peu moins. Okay. Il a appris à déléguer un petit peu plus, mais il est encore dans cette mentalité-là. Puis ça lui a bien servi. Là. Puis je pense qu'au moment où lui est entré dans le système, c'était comme ça. C'était fait. Puis il ne faut pas oublier que plus tu as une équipe qui est vitale, là, selon moi, là, mais plus tu as une équipe qui est grande, ta profitabilité nette est impactée. Là. Fait que c'est deux types de pensée un petit peu. Mais au final, l'important, c'est qu'on réussisse à l'adapter comme on veut, puis tu le vis aussi. Là. C'est pas facile tous les jours, mais il faut que tu sois... Les entrepreneurs, de toutes les entrevues que j'ai faites, ils m'ont dit qu'il faut être sur le plancher. De tout ce que j'ai entendu, faut pas être le plus proche possible. Mais il faut être là. Faut être présent. Exactement. C'est vraiment une question de présence pour... des fois, c'est à rassurer, des fois, c'est de mettre en place. Il y a plein de questions aussi d'optimisation, tout ça aussi, là, mais je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneur... Ça va sembler super cliché, là, mais j'ai réussi à m'entourer de personnes, à bâtir une structure, mais avec des gens qui sont meilleurs que moi dans tout ce qu'ils font. Je pense que c'est ça la clé quand entrepreneur. Tout le monde dit ça, là, mais en tout cas, moi, je le vis comme ça. Là. Par contre, ces gens-là ont besoin de validation, ont besoin d'accompagnement, ont besoin de... Un guide, fait que moi, c'est mon rôle aujourd'hui. Là. Puis la transition, on va dire, est-ce que c'est fait fluide quand ton père, OK, il a dit, OK, là, vraiment, je te lègue tout ça, je te lègue... On fait la transition. Ça s'est fait. On n'a pas, contrairement à d'autres entreprises, on ne s'est pas assis et on a fait un plan clair en disant, regarde, cette année, ça va être ça, l'année prochaine, dans 3 ans, tu vas être là. Puis c'est venu un petit peu sur le tas, je vais dire, en guillemets, là, comment qu'on se sentait, puis comment, selon ma capacité d'absorber des nouveaux emplacements aussi. Là. OK. Parce que tu t'en as combien de McDo en ce moment à gérer? Moi de mon côté, j'ai 5 restaurants. Dans la région de Repentigny. Puis Laurent, il lui reste un restaurant à la Chenec, lui, là, il opère. Okay. Puis la particularité dans McDo, c'est qu'on ne peut pas être partenaire sur le contrat. Là, on ne peut pas être partenaire dans l'entreprise. Fait que c'est vraiment 2 entreprises distinctes. Okay. Fait qu'il y a vraiment un roulement clair qui se fait à tous les niveaux. Là, c'est fait que on continue de centraliser plusieurs activités administratives. Fait que ça, on l'a toujours fait comme ça. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, quand j'ai commencé, j'avais un restaurant. Puis après ça, de la minute que j'en ai eu plus que Laurent, mais là, le rapport de force change un peu dans, comment je pourrais dire, l'ascendant sur l'objectif ou l'orientation de l'organisation. Là, okay. Fait que le fait qu'on fasse des choses conjointement, des fois, ça frotte un petit peu. Okay. C'est normal. Oui, c'est des visions qui s'entrechoquent. Exactement. Quand tu es entrepreneur, je pense que tu as une vision. Puis, bon, il faut que tu t'arrimes des fois, mais ça peut des fois faire des petites tensions. Les parties de Noël, comment ça se passe? Ah, ça va super. Okay. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que pour le meilleur et pour le pire, c'est ça qui nous a rapprochés. Tu sais, mon père et moi, on vit les mêmes choses au quotidien, on va dans les mêmes réunions, on va, tu sais, mais dans un souper, parlez-vous de McDo? C'est comme, non, on parle pas de McDo aujourd'hui. C'est difficile de l'écarter. Okay. Ça a tellement de place dans la famille, autant dans la famille de mon père, dans sa unité familiale-là, que dans la mienne, c'est central. Là. Puis, au-delà de la nature d'entreprise, le fait de bâtir quelque chose puis de l'amener, puis je pense que tu le vis de ton côté aussi, mais c'est ça qui est passionnant. Mais moi, n'importe quelle bannière, puis j'adore McDo, mais moi, n'importe quelle bannière, le fait de construire quelque chose, ça, c'est ça qui me drive, là, de faire croître tout ça. Puis, on dirait que ça fait partie, c'est une facette de notre vie, c'est comme intégrer. Si tu peux pas faire play, puis on-off, là, quand tu veux. C'est le fameux cliché que l'entrepreneur, il n'arrête jamais. C'est une job 24/7, même quand tu n'es pas sur place, même quand ton commerce est fermé. Mais c'est ça pareil, c'est tout le temps ça qui tourne. Le concept de vacances est beaucoup plus flou chez les restaurants. Je te comprends, c'est jamais clair, les vacances. Non, quand tu penses que tu vas les prendre, souvent... C'est là que tout le monde t'appelle. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. C'est ça. Faut pas que tu le dises. Moi, c'est ça mon truc, tu le dis pas jusqu'à dans la minute, parce que sinon, il arrive des choses. Je le dis souvent, puis je parle souvent de McDo dans le cadre de mon travail, auprès de mes neveux et nièces, que ça a été une super école pour moi. J'ai rencontré mes meilleurs amis encore aujourd'hui. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils défilent derrière mon frigo en ce moment. C'est un autre sujet. Problème technique. C'est encore là. Oh mon Dieu, ça finit plus. Bon. Puis... des grandes valeurs que j'ai apprises au McDo, l'entraide, c'est là, s'il vous plaît, merci, là, c'était comme... Quand je vois dans une entreprise que les boss
disent des tâches à faire ou parlent à leurs employés. Puis il n'y a pas de « s'il vous plaît, merci », là, ça me heurte. Là. Puis c'est ça qu'on a appris. C'est une des choses, c'est peut-être banal, là, ça, puis plein d'autres choses que j'ai apprises. Mais concernant les valeurs, vous avez des valeurs familiales. Comment elles influencent aussi ton approche d'entrepreneur sur repreneur dans tes McDo? C'est quoi l'incidence un peu des valeurs que tu essaies de... Ben écoute, je pense qu'on est reconnu comme... Je pense que nos équipes nous voient comme des employeurs, on est juste. Je pense qu'on essaie d'être fair avec tout le monde. Tu peux pas être égal avec tout le monde, mais il faut être juste. Puis, Émilie, ma conjointe, là, quand on a eu des restaurants, on s'est dit on va en faire vraiment une équipe proche, tissée serrée. Et c'est encore super important pour nous. Fait que, on a une grande proximité, on écoute beaucoup nos gens. Je pense qu'on a la réputation d'être assez humain comme employeur. Fait que les aléas de la vie font en sorte des fois que oui, ça va impacter les opérations, mais on travaille avec des humains, pas des machines. Pas encore, un jour peut-être, mais on n'est pas là. Pas fait que, non, c'est ça. Fait que, c'est important de garder ça au centre. Je pense que ça, c'est notre préoccupation constante. Mon père avait cette valeur-là toujours, avec des paramètres de l'époque aussi, mais a su s'ajuster avec le temps aussi, puis avec les besoins des employés. Puis à la fin de la journée, il y a le concept de clientèle externe, ton client interne qui est ta main-d'œuvre, que faut que tu évolues en fonction des besoins de ces gens-là aussi. Là. Fait que, de te moderniser. Oui, mais c'est ça. C'est difficile de... ton père, il a su s'ajuster, puis c'est bravo à lui. Mais ça a été des sujets de discorde entre lui et moi, parce que, comme je te disais, on a 2 entreprises séparées. Au début, moi, je faisais mes petites affaires à ma façon, tout seul, un petit peu à vase clos, parce que j'ai commencé avec un seul restaurant. Celui de l'Assomption? Celui de Repentigny, dans l'Est, sur Louis-Philippe Picard. Okay. On l'a bâti, on l'a construit, on l'a vraiment starté de scratch là, avec Marie-Ève, qui était la gérante à ce moment-là, là, qui a construit ça. C'est un bel accomplissement. Aujourd'hui, c'est encore mon bébé. Là. Okay. On s'en allait où avec ça? La modernité. Oui. Fait que je faisais mes affaires, on faisait nos affaires chacun de notre côté. Puis il y a des choses, des pratiques que moi j'avais, qui étaient un petit peu plus actuelles, j'étais arrivé avec des concepts un petit peu plus modernes, comme tu disais. Puis mon père avait sa façon plus rigide, qui a fait ses preuves, mais qui était du temps. Moi, je l'aimais, cette méthode-là. Sa méthode-là. Là, sauf que 15 ans plus tard, les besoins sociaux ont changé, les paramètres sont un peu différents, il faut s'ajuster. La compétition pour la main-d'œuvre est féroce, elle est difficile, même à notre niveau. Fait qu'on n'a pas de main-d'œuvre spécialisée. Moi, je me rappelle quand on était jeunes, je le vois, la différence entre... Puis je suis comme, vous êtes vraiment bien ajustés, mais tu sais, c'est peut-être banal, là, mais tu sais, pantalon, chandail d'un pantalon, t'es boutonné jusque-là, la ceinture noire. C'était militaire. C'était plus militaire. C'était très militaire. Je me rappelle, moi, quand j'ai postulé pour mon premier emploi après l'université, j'ai été sur le dessus de la pile parce que j'avais fait 6 ans, presque 6 ans de McDonald's. Là. J'avais aucune compétence dans ce pourquoi j'avais appliqué. Là. J'avais d'autres choses, là, dans l'école, mais on m'a mis sur le dessus de la pile parce qu'il me disait McDo, c'est discipliné, c'est militaire. Puis tu as fait 6 ans, c'est parce que tu as su passer au travers de plusieurs tempêtes, des processus à l'interne. Mais là, aujourd'hui, c'est-tu encore perçu comme ça sur le marché? Je pense que c'est encore très, très bien perçu. Aujourd'hui, j'aime mieux dire c'est plus militaire, mais c'est structuré. Okay. C'est ce qui fait en sorte que ça fonctionne bien et qu'il y a une uniformité. Là. Mais comme tu dis, les gens qui sont capables d'adopter cette structure-là puis de la faire vivre, je pense que ça leur donne un plus au niveau travail, même quand tu as passé à travers un bac, une maîtrise ou peu importe. Il y a certains éléments qui vont toujours demeurer. Là. Comme tu dis, l'approche avec les collègues, ça, c'est un gros plus. Intergénérationnel aussi. Intergénérationnel, peu importe le niveau dans la hiérarchie où tu es, n'importe qui doit s'adresser aux autres avec respect. Puis, fait que cette façon-là de jongler avec un paquet de curveballs en même temps, c'est un skill que tu n'apprends pas nécessairement à l'école. Non, exact, sur le terrain. Puis, aurais-tu un exemple de qu'est-ce que tu as modernisé, puis ton père était peut-être plus réfractaire ou c'est comme plus rigide? Toutes les pratiques je dirais ce qui est la rémunération non quantifiable. Fait que tout ce qui est programme d'employés, il y a beaucoup de choses qui se faisaient dans le temps, mais on l'a bonifié à notre façon. On remet
plus justement nos équipes. Je dirais la flexibilité au niveau des horaires. On a toujours été reconnu comme un employeur flexible, mais là, on a ajouté la variable conciliation travail-famille qui était moins là dans le temps, c'était plus stiff. Mais là c'est OK, tu as une famille? Ben oui, OK, ça vient avec des embûches différentes, puis tu as le droit à certains avantages supplémentaires. C'était très flexible parce que moi, quand je suis partie faire mon stage à Paris pendant la première fois 1 mois, c'était comme tout le monde était content pour moi. Là. C'était pas bon, à quitte. C'était pas. Non. C'était comme vas-y, reviens, va apprendre. C'était vraiment positif. Puis pour ceux qui. Tu sais, on le sait, là, la majorité des gens qui passent chez nous sont pas là pour faire carrière. Là. Fait que l'objectif, c'est de. Ça prend un win-win au niveau de l'entente. Là. Fait que si je bénéficie de ta présence dans mon entreprise, faut que je sois content pour toi quand il y a quelque chose de bien qui arrive dans ta vie aussi. Le fait aussi de revenir après ça, comme j'appelais ça, le retour au bercail, là, parce que tu reviens d'une expérience outre-mer, tu reviens avec tes collègues. C'était vraiment, j'ai trouvé ça épanouissant, premièrement. Puis deuxièmement, j'ai apprécié que mon employeur fasse comme, vas-y, mais reviens. On t'apprécie. Ça aussi, ça a une grande valeur. Reviens. Je suis comme, OK. Ça fait une petite fleur quand même quand tu es jeune. Tu as 18-20 ans. Tu es comme, OK, je t'apprécie. Ils veulent m'encourager. Moi, j'ai eu beaucoup. Vous donniez vous en donnez encore des bourses d'études. Ça, les gens savent peu ça, je pense. Mais vous encouragez les études. Moi, j'ai eu 3 fois la bourse d'études. Je veux juste le mentionner. J'ai passé dans le journal. C'était sur le frigo. Mais tu vois, là, on a changé. À l'époque, là, je pense qu'on donnait 2 bourses d'études dans le marché en entier. Là, à cette heure... C'est 500 $ en plus, c'était une bonne bourse. Là, maintenant, on remet des bourses d'études au prorata des heures qui ont été faites durant l'année. Fait qu'on verse un total, en moyenne, à peu près 15 000 $ de bourse par année. Oh, wow, OK. Donc, tous les employés qui sont à un programme d'études postsecondaires ont accès à cette bourse-là. Oh, wow, OK. C'est un beau perks, comme on dit en anglais. C'est comme une... C'est super... En tout cas, je trouve que McDo encourage vraiment les jeunes. Puis là, on dirait que je suis comme pro-McDo, mais j'ai aimé mon expérience. Moi, j'en parle tout le temps. Genre, ça fait comme plusieurs années que je travaille pour McDo. Je ne dirais pas le nombre, mais ça a été une super expérience. Pour revenir à ton parcours d'entrepreneur, repreneur aussi, d'après toi, si quelqu'un disait, bon, mais moi aussi, je veux reprendre une entreprise, je veux me lancer, c'est quoi les premières aptitudes ou compétences? C'était comme ça. Si tu as ça, ça peut t'aider. Écoute, moi, l'erreur qu'on a faite, je pense, c'est justement de ne pas assez arrimer notre vision sur un horizon moyen, mettons à moyen terme. Et jusqu'à dire, bon, OK, la finalité, là, lorsque le père ou la personne qui lègue va avoir remis sa dernière action ou ses clés ou peu importe le format de l'entreprise, je pense que c'est important de le structurer puis de bien le paramétrer sans aller trop loin dans les détails, mais se donner un ballpark puis dire on revient là-dessus puis on révise au fil du temps. Mais je pense que c'est important de le planifier. Ça se fait pas... la planification. Oui. Puis ne serait-ce que pour, comme je disais tantôt, arrimer les pratiques à l'interne. Qu'il n'y ait pas 2 voies à un moment donné, puis deux visions qui se confrontent, puis que ça crée de la confusion dans l'équipe, puis ça crée des tensions. Puis ça, les gens n'aiment pas ça. Je confirme, là, c'est ça. À un moment donné, tu as une directive d'un bord, directive de l'autre, tu ne sais plus écouter. Puis, fait que ça, c'est d'être le plus clair possible, d'être le plus transparent. Structuré. Oui, puis le dire aux équipes aussi, là, surtout les gens de confiance, là, dire, OK, ben voici ce qui s'en vient, les prochaines étapes dans cette année. Vous allez vivre telle transition. Parce qu'il y a des gens qui sont attachés à l'ancien leadership, d'un point de vue émotif aussi, là, parce que tu crées des liens avec ces gens-là. Puis, d'avoir une nouvelle génération qui arrive, rebâtir ces liens-là, c'est un travail. Puis c'est correct que ça ne marche pas dans certains cas aussi. Des fois, il y a des clashs qui ne sont pas réparables, puis that's it, là. Je veux dire, c'est correct, mais préparer les équipes qui t'ont bien accompagné, t'ont bien servi au fil du temps, je pense que c'est... Puis en tant que repreneur, c'est quoi une de tes forces, tu penses, que tu as chez McDo en ce moment, qui t'aide à passer au travers de tes défis? Parce que tu as eu des défis d'employabilité, il y a des défis au quotidien. Quelle force que tu as? Tu peux donner un exemple aux gens qui nous écoutent. Ça va être super cliché encore, mais c'est mon équipe. On a sélectionné les bonnes personnes, on a créé ce groupe-là, avec des erreurs aussi. Là. On a développé une structure. Moi, j'ai pas d'études
management ou whatever. Fait qu'on l'a fait à l'instinct, des fois avec des bons coups, des fois avec des mauvais, mais au final, là, le résultat aujourd'hui, qui est clairement pas final, là, mais avec ce que je sais aujourd'hui, je pense que je suis assez fier de ce qu'on a bâti. Très heureux de ma gang. Puis c'est eux autres, à chaque fois qu'on a une curveball, on s'assoit le groupe ensemble, puis on le réfléchit, puis on le brainstorm, puis on l'attaque. Des fois, j'ai ma vision que j'impose un peu plus, mais on l'attaque en groupe, puis c'est ce qui fait que ça fonctionne. Là. Comme un peu, ça existe encore, les meetings de gestion? Tu sais, on Ouais, était tous les ouais, chefs de corps ensemble. exact. Puis, je trouvais ça intéressant de voir comme un ordre du jour, on passait au travers de problèmes qu'on avait eu au courant Ouais. des semaines ou du mois. Fait que ça c'est encore en Ah, place. puis, tu sais, c'est la même chose que tu sois au niveau d'un point de vue gestionnaire ou au niveau des opérations. Plancher, ouais. Ça prend, il faut que tout le monde soit aligné à un moment donné, ça prend un genre de cadre. Ouais, c'est ça. Mais, puis tu sais, je dirais que le plus gros travail, la meilleure preuve de ça, c'est tout le volet des travailleurs étrangers qu'on a actuellement. Tu sais, la pandémie nous a fait mal également. On a été obligé de réduire nos heures d'ouverture, main-d'œuvre non disponible et tout ça. Mais tout ce projet-là, dont je suis très fier de la façon qu'on les a. Mais ça, c'est un grand sujet, l'employabilité. Là, comme ouais. vous avez fait face à ça. Ouais. Ça a été quoi le premier... Quand tu t'es dit, OK, là, vraiment, c'est un red flag, il faut vraiment trouver une solution parce que ça ne marchera pas, on va manquer d'employés. C'était l'analyse de dotation qu'on fait mensuellement. On se dit, OK, ben parce que nous autres, on a... C'est ça, c'est pas des gens qui restent pendant 30 ans, là, pour la plupart. Là, on en a quelques-uns, mais c'est pas la norme. Fait qu'on se dit, OK, bon, on a un roulement qui se fait annuellement qui est normal, mais là, le roulement était pas dans le bon sens. On en avait plus qui sortaient qu'il y en a qui rentraient. La pandémie a créé un paquet de petits micro-drames là, un petit peu partout, puis très légitimes, là, mais ça a impacté notre capacité à recruter beaucoup. Là. Puis on n'était pas les seuls. Je pense que c'était n'importe quel entrepreneur. Les portes tournaient, les gens rentraient, n'étaient pas fiers. On avait un paquet d'articles dans les journaux qui témoignent de ça aussi. Là. Fait que ça a été à un moment donné, puis j'avais des collègues dans d'autres régions qui l'avaient déjà fait, ce programme-là. Fait que ça a été ça le déclencheur. Là. Je me suis informé. Puis, le programme de travailleurs étrangers là, qui est recruté à l'international. Là. OK, parfait. Donc maintenant, ils travaillent dans vos McDonald's depuis la on pandémie. On a à peu près 35 travailleurs des Philippines là, qui sont avec nous répartis dans tous les restaurants, puis ils fit vraiment bien. J'ai travaillé avec eux quand j'étais au Grand McDon, puis ils sont efficaces. Vraiment. Oh my God, je me sentais lente. Là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pas comme du vélo, le McDo. Oh my God. OK, fait puis ma dernière question pour ce bloc-là, en fait, c'est le taux de rétention entre la pandémie et maintenant. Je dirais que dans la dernière année et demie, les 2 dernières années, le taux de rétention est beaucoup meilleur. Le contexte économique a changé aussi, le contexte social. La pandémie, c'était une genre de bulle dans une parenthèse dans l'histoire moderne. C'est venu avec sa petite tempête, mais là, ça s'est pas mal résorbé. Puis là, je parle pour mon entreprise. Là. Mais je pense qu'il y a encore des enjeux majeurs au niveau de l'employabilité, surtout tout ce qui est spécialisé. Dans notre cas, à nous, tout ce qui est travailleur à temps plein, c'est très difficile d'avoir des gens. Malgré tout ce qu'on entend, je pense, puis là, je veux pas faire de politique, là, mais je pense que l'immigration continue de jouer un jeu. La population active continue de diminuer, mais la demande de services, d'accès aux services est toujours là. Fait que ce soit dans la restauration ou dans la santé ou name it, peu importe l'industrie ou le secteur, ça va prendre des bras et des têtes. Là. Fait que, et le taux de natalité qui est en décroissance constante, et ainsi de suite. Fait qu'il faut prendre ces gens-là quelque part. Pour des solutions comme celle-là d'employés à l'international. C'est une chose. Puis là, l'immigration, c'est complexe, là, parce que tu as les travailleurs étrangers temporaires, tu as les demandeurs d'asile, les réfugiés, c'est de démêler tout ça. Là. Mais ça fait partie de la réponse à long terme. Là. Vous avez trouvé une solution pour résoudre votre problème, en fait, d'employabilité. Fait que c'est une des solutions que vous avez trouvées. C'est pas des emplois qui ont été volés ou quoi que ce soit. Là, d'ailleurs, ils ont été accueillis à bras ouverts par les équipes parce que ça enlevait de la pression. Les tâches plates, c'est tout le temps les mêmes qui les faisaient. Là, on a mieux réparti la charge de travail. Ils reviennent moins à la même personne. Oui, exactement, c'est ça. Fait que, changer les huiles, par exemple, c'est ça que tu veux dire? Entre autres, là, c'est ça, des affaires de même. Là, super. Fait que, ça a été... mais somme toute, et puis je reviens à ta question initiale, l'équipe, et c'est le centre de tout ça. Je pense que c'est ma plus grande fierté, plus grande réalisation à date. Là. C'est une super réalisation. Là, 35 employés internationaux sur le territoire ici, puis c'est une super solution. Donc, je pense que là, on a trouvé
on a trouvé j'y crois pas à l'équilibre, je sais pas si tu crois à l'équilibre, mais je pense que tu as trouvé comme un ballon, on va dire. L'équilibre, c'est le point que tu atteins quand tu montes la côte avant de redescendre. Puis après ça, il faut que tu retrouves une autre côte qui remonte pour retrouver ce point-là. Puis c'est changeant. Il n'y a pas de break. C'est correct. Et pour un des derniers segments, une nouveauté au podcast cette année, c'est qu'on a une boîte vocale, le 877 Very Moi, et les gens peuvent nous appeler pour nous laisser un message. Là, j'ai demandé si tu voulais entendre la question d'avance. Tu m'as dit non, je vais y aller spontanément. Fait qu'on a un auditeur qui nous a laissé, je l'ai pas entendu moi non plus, une question. Ah, tu l'as pas entendu non plus? Non. OK. C'est vraiment sans filet, là. Sans filet. Okay, alors, j'y vais. Bonjour Pascalou. Moi, j'ai une question pour un repreneur. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on y avait pas dit à propos du fait de reprendre une entreprise, puis qu'est-ce qu'il aurait aimé savoir avant. Donc, voilà ma question. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Hey, c'est une bonne question. C'est pas trop déstabilisant. Non, ça va. Non, c'est une excellente question. Bon, qu'est-ce qu'on m'avait pas dit? Je reviens un petit peu à ce que je disais tantôt, là, tout le volet relationnel avec moi, dans ce cas-ci, c'est mon père, là, mais j'imagine que ça crée une couche de complexité supplémentaire quand c'est de la famille. Là. Mais toute cette approche-là qu'on a eue, est-ce qu'on aurait pu mieux se préparer peut-être? Est-ce que ça aurait changé? On n'aurait pas pu éviter tous les conflits, les frictions que ça a amené? Mais c'était pas si pire que ça. Ça fait partie du processus, je pense que oui. Je pense que le clash est inévitable parce qu'à un moment donné, même si tu veux rentrer doucement, tu arrives quand même avec des idées, des changements que tu veux apporter, peu importe le volet. Puis le changement, ça fait peur, puis ça crée de l'instabilité tout le temps. Fait que ce tu dirais plus souvent l'instabilité? Je reviens à ce que je disais tantôt, là, c'est vraiment la préparation, puis la communication est super importante. Là. Puis autant, moi, j'ai fait des choses. Puis une erreur majeure que moi, j'ai faite quand je suis rentré comme entrepreneur, là, je suis arrivé avec une certaine arrogance en disant, moi, je connais ça, McDo, moi, je vais te changer ça, puis je vais mettre ça à ma main. Puis au final... C'est pour faire le mieux, tu sais. Ben oui, mais l'attitude dans laquelle je l'ai faite, des fois... J'étais dans une posture de I know better. Tu sais, dans le sens que l'arrogance de la jeune trentaine, là, je pense que j'étais comme ça. Je me regarde là 10-15 ans, puis il y a des bouts que je changerais beaucoup. Là, tu sais, fait que cette posture-là de dire, c'est de rester dans avoir l'humilité de dire, oui, OK, je viens de ce milieu-là, peut-être, j'ai grandi dans l'entreprise, mais j'ai pas c'est la première fois que je mets ces bottes-là. Là. Ça va venir avec des choses que je sais pas, que je connais pas, puis j'ai appris un paquet d'affaires. Là, mais cette arrogance-là, moi, de mon côté, j'aurais pu la laisser de côté. Puis mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Puis ça vient peut-être, l'arrogance dont tu parles, peut-être ça vient d'une insécurité pour dire il faut que je montre que je suis bon, puis que ça vient qu'un bagage. Tu as quand même ton père qui a passé derrière toi. Peut-être que ça partait de là aussi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu aussi du fait que, en toute objectivité, je pense que Laurent, comme on disait tantôt, il y avait ces façons de faire qui étaient d'une autre époque. Je voulais les actualiser, mais la façon dont on l'a fait, peut-être que c'était un petit peu trop confrontant. Là. Ça a été, on aurait pu mieux s'asseoir, développer, peut-être trouver des meilleures façons d'implanter ce que moi je voulais. Donc, je pense que ça prend de l'ouverture de la personne qui lègue, mais ça prend l'humilité de la personne qui arrive de dire faut faire les choses d'une certaine façon aussi, puis pas arriver comme un troc, puis tout défoncer. Là, fait que, c'est un apprentissage. C'est une bonne réponse. Et puis, merci Marie-Ève pour ta question. Dernier segment, plus ludique. Coulisses et confidences. Okay. On a des questions pour toi. Avec Mathieu, on se demandait, combien ça coûte une franchise McDo? Ah, la question qui tue. Écoute, je pense qu'au-delà du coût de la franchise, parce que oui, il y a un certain montant qui est nécessaire pour acheter une entreprise, un restaurant, mais au-delà de ça, je reviens à ce qu'on disait tantôt, ce qui est plus important, c'est le parcours qui va faire en sorte que tu vas être sélectionné comme, comme franchisé. Quand le franchiseur va dire, OK, oui, toi, tu peux avoir un restaurant, tu vas bien nous représenter, tu vas fitter dans la communauté McDo. Fait que l'argent, ça reste quelque chose d'important. Puis là, ça dépend, c'est variable. Là. C'est en fonction du chiffre d'affaires d'entreprise, puis tout ça. Le frais de franchise comme tel, je pense qu'il est connu. Là. Je me souviens plus c'est combien. Mais
Mais C'est ça, plus c'est facile à trouver. l'opérationnel. Exactement. Tout Tout le volet. l'implication. C'est ça. Fait que le temps que le franchisé potentiel va mettre dans les restaurants, dans son training. Puis, tu sais, il y a un programme super bien encadré qui existe pour les nouveaux franchisés aussi, là, ou ceux qui veulent le devenir, hein, fait que de développement, puis tout ça. Fait que quelqu'un qui désire rentrer dans l'aventure McDo, il y a un processus d'application là, qui est sur mcdo.ca là, que le candidat peut remplir. Mais après ça, ça va être une série d'entrevues avec le franchiseur, puis essayer de trouver le meilleur fit possible, puis est-ce que ça marche. Fait que c'est un peu ça. Il reste du territoire pour ouvrir d'autres McDo? Il va toujours en avoir. Puis au fil du temps, les franchisés, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Comme toi, des repreneurs aussi, peut-être? Oui, aussi des... okay. Oui, il y en a. Ouais. Puis ton plus beau souvenir? As-tu un souvenir de tes débuts au McDo? Tu dis ça, c'est vraiment un de mes... Écoute, j'ai des souvenirs, j'ai plein de flashs. Tu sais, on n'aime pas se faire souffrance dans la vie, là, mais ce qui m'a marqué le plus dans McDo, c'était les rushs incontrôlés. Pending des époques, j'ai vécu le verglas quand on était sur la Rive-Sud. On faisait des déjeuners jusqu'à 5 h l'après-midi parce qu'on avait trouvé une génératrice puis on était la seule affaire ouverte. Okay. Ici, à Repentigny, les Saint-Jean-Baptiste, c'était mémorable. L'époque du scratch a amené... toutes sortes de crap dans la salle à manger. Là, des fois, en pleine nuit, il y avait des chaises autres qui revolaient. En tout cas, je me rappelais plus de ça. Jamais au détriment de notre sécurité comme travailleur, mais... C'était cocasse. De voir le cirque se faire aller, là, c'est impressionnant. Les liens que j'ai faits avec ma gang d'amis proches aujourd'hui, c'est encore des gens avec qui j'ai travaillé au McDo à 16 ans. C'est mon corps. Fait que, c'est comme tu as dit tantôt, c'est une super belle aventure. Moi aussi, j'ai adoré mon parcours. Il n'est pas fini, là. Mais mon parcours ado, jeune adulte, là, j'ai adoré ça. C'était une expérience extraordinaire. Moi aussi, adoré. Ouais. Une autre question peut-être plus technique, là, mais c'est quoi le poste le plus difficile chez McDo qui est sous-estimé, mettons? Parce que moi, si j'avais à répondre à cette question-là, parce que j'ai jamais été bonne, là, c'est quand tu es au guichet, faut que tu prennes la commande, tu fasses payer. Ça, là... Splitter ton cerveau en deux, puis des fois en trois. Là. Ça va pas, je l'ai pas. Ça, je trouve que c'est sous-estimé. Oui, absolument. Oui, beaucoup de tâches. Mais tu sais, tu parlais du Grand McDo tantôt, on reçoit souvent des bénévoles qui viennent d'entreprises qui contribuent, puis tout ça. Puis à chaque fois qu'un bénévole est assigné à un poste, il dit « j'avais sous-estimé la complexité de ce poste-là, aussi banal que ça peut sembler à l'extérieur. Faire des frites, tu sais, dans un rush où tu vas passer 300 clients à l'heure, être capable d'avoir le bon niveau de frites, d'avoir la bonne qualité aussi, tu sais, de faire l'équilibre de tout ça, ça prend beaucoup de pratique, beaucoup de vécu. Y a-t-il un poste en particulier qui est plus dur? Tu sais, il y en a qui sont plus simples en exécution, qui demandent moins d'expérience, mais n'importe quel poste qui doit être bien fait, je pense que c'est difficile d'atteindre ce niveau de perfection-là dans ce... Il y a toujours dans un le rush qui te prend par tourbillon, là, surprise. ça va tellement vite. Là. Je dirais que le poste, ceux qui gèrent un corps au quotidien, là, d'être capable justement de gérer, avoir un bon équilibre entre une main-d'œuvre qui va être, c'est facile de mettre du monde sur le plancher, là, mais ce ne sera pas nécessairement plus productif, puis ça va coûter. Fait que, on reste une entreprise. L'objectif, c'est de dégager un petit peu d'argent au bout. Fait que, de gérer la rentabilité, gérer les opérations comme il faut, puis c'est un modèle d'opération que tu es à la merci de l'humeur des clients. Fait que il y a plein de curveballs qui arrivent tout le temps, les employés qui ne rentrent pas, un manque de stock là. Fait que gérer tout ça, tout mettre ça ensemble, là, ça, c'est un bon défi. C'est un bon ça bon prend de l'expérience. Ouais. Manges-tu encore du McDo? Oui, régulièrement. C'est quoi ton plat favori, on va dire ça? Ça va être super cliché. Mon Big Mac, il est incontournable au moins une fois par semaine, là, facilement. Après ça, les frites sont bonnes, mais ça, c'est de moins en moins parce que, pas trop. Quoi, moins en moins? Pas trop. Pas trop. Mais c'est ça. Mais ça reste pour moi un endroit de réconfort quand je vais à l'étranger, dans d'autres pays.
quand on veut faire un reset de tout ce qui est culinaire, on va au McDo, là, ça sécurise les enfants, ça sécurise tout le monde, c'est comme un Très point rassurant, le d'ancrage. McDo, Ouais, 100%. c'est ça. Ouais. Ça va bien, ça va mal, mais semble un McDo, ça me rassure. Ça réconforte, exact. Ça me rassure. Puis, mais quand j'étais allée en France, la première affaire que j'avais faite, c'était ça, aller dans un McDo. À l'époque, il n'y avait pas encore de McCafé ici. D'accord. Fait que j'avais pris une photo, puis je vous l'avais envoyé. Là, les McCafé à Paris, c'était genre Ah, une mais grosse là, eux autres, affaire. ils ont des pâtisseries, là, des Le macarons. gâteau, le fromage, puis c'était comme une autre expérience. J'étais comme, on est où, là? C'était sur les Champs-Élysées, tu sais, c'était quand même beau, là. Toutes les petites chaises, tout était bien. Puis j'étais comme, hey, on va s'en avoir McCafé? Puis on m'avait dit, ça sent bien. Puis justement, l'année suivante, vous aviez changé le McDo, mon McDo favori, le meilleur, celui de Repentigny, proche de chez moi, avec le foyer, tout ça. En tout cas, bref, c'était un beau... J'étais comme, ça s'en vient chez nous. Je l'avais vu d'avance, je me trouvais bien hot. Mais c'est c'est un beau souvenir, ça. Mais Jeff, merci d'être passé sur mon podcast. C'était vraiment intéressant, ton parcours. Et puis, t'es bienvenu quand tu veux. Ben merci. Revenir quand S'il y a d'autres invitations, je vais répondre. Parfait, mais en plus, t'es pas loin. En plus. C'est pas loin de ton travail. Ouais. Merci, JF. Ça fait plaisir.